97% des leads B2B ne signeront jamais. Alors pourquoi continuer à les traiter tous de la même façon? Le count-based marketing, c'est l'inverse. C'est identifier les 3% qui comptent vraiment et construire avec eux une relation avant même qu'ils sachent qu'ils ont besoin de vous. Je suis Christina. J'ai grandi aux États-Unis et depuis 20 ans, j'aide les Français à vendre aux Américains. Et moi, je suis Lionel. J'ai 15 ans d'expérience à construire des systèmes qui convertissent pour des PME françaises. Et ensemble, on décortique l'ABM pour les PME françaises. Bienvenue dans GoABM. Il y a 2 ans, quand un client me demandait de mettre en place une stratégie d'account-based marketing avec des landing pages personnalisées par secteur, des séquences d'emails adaptées pour chaque verticale, et puis des workflows d'automatisation pour faire tourner tout ça, je savais que c'était parti en gros pour 3 semaines de travail minimum. Et quand je dis 3 semaines, c'était vraiment 3 semaines à temps plein. Pas 3 semaines, en fait, en travaillant par-ci par-là sur le projet. Aujourd'hui, ce même dispositif, j'arrive à le monter en moins d'une journée. Et parfois, juste une demi-journée. Et ce qui sort, au final, est bien meilleur que ce que je produisais avant. C'est beaucoup plus précis, beaucoup plus personnalisé, et puis surtout beaucoup mieux structuré. Alors quand je dis ça en face à des dirigeants, je vois une réaction qui revient systématiquement. En gros, ils me regardent et puis ils cherchent où est-ce qu'elle piège. Ils se disent que je leur sers un argument commercial et que c'est pas possible et qu'il y a forcément un compromis quelque part qui a été fait sur la qualité. Et pour être clair, je comprends tout à fait cette réaction. Parce que pendant des années, on nous a tous dit que le marketing B2B, surtout quand il était très personnalisé, eh ben, ça prenait du temps, ça coûtait cher et que les raccourcis, eh ben, ils se payaient forcément sur la qualité. Sauf que là, on ne parle pas d'un raccourci, on parle d'un vrai changement de paradigme. L'intelligence artificielle a rendu accessible en quelques heures ce qui nécessitait avant des semaines de développement. Et ce qui me questionne, c'est que très peu de gens dans notre métier en parlent ouvertement. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment l'IA a redéfini les règles du jeu de l'ABM, pourquoi c'est une bonne nouvelle pour les PME, et surtout pourquoi cette conversation n'a pas lieu beaucoup plus souvent dans l'industrie du conseil marketing. Pour commencer, je vous propose de poser un peu le décor. Si vous allez sur n'importe quel site d'agence marketing aujourd'hui et que vous regardez leur offre ABM, en gros, les prestations, elles vont commencer entre 5 000 et 10 000 euros et puis ensuite elles vont monter de manière exponentielle. Et elles peuvent arriver à plusieurs centaines de milliers d'euros en fonction de la complexité des projets. En soi, je jette la pierre à personne, parce que jusqu'à récemment, c'était la réalité. Pour construire un vrai dispositif ABM personnalisé, il fallait beaucoup de temps humain. Il fallait quelqu'un pour définir les ciblages et puis toutes les verticales. Il fallait un copywriter pour les contenus, pour écrire les contenus par segment. Il fallait un développeur, un intégrateur pour les landing pages. Il fallait un spécialiste CRM pour les workflows. Il fallait un chef de projet pour que tout ce petit monde travaille de manière coordonnée. Bref, il fallait 5 profils minimum. Et 5 profils mobilisés pendant des semaines sur le projet. Donc la facture, elle avait raison d'être aussi élevée. Ce que je vois par contre sur le terrain, c'est que cette grille tarifaire, aujourd'hui, en 2026, elle n'a quasiment pas bougé. Les prestations ABM, elles se vendent à peu près au même prix qu'il y a 2 ans, alors que la manière de les produire, elle a changé radicalement. Je me demande souvent si les dirigeants de PME qui reçoivent ces devis savent que l'effort réel derrière a vraiment diminué. Et pour être clair, je ne parle pas de mauvaise foi de la part des agences. Je pense que la transition, elle s'est faite tellement vite que les modèles de pricing n'ont pas nécessairement suivi. Les habitudes de marché, elles ont une inertie qui dépasse la vitesse technologique. Et il y a un effet un peu pervers à tout ça. Les PME qui auraient les moyens de se lancer en ABM aujourd'hui en 2026 avec un budget raisonnable, eh ben elles regardent ces tarifs et elles se disent que c'est pas pour elles. En gros, elles vont reporter l'ABM à plus tard. Elles vont rester sur de la prospection classique et elles se disent qu'elles reviendront vers l'ABM, peut-être si un jour elles ont les moyens. Sauf que les moyens, ils sont peut-être déjà là, si on recalcule avec les outils d'aujourd'hui. Je vais vous dire où j'en suis personnellement. J'utilise l'IA au quotidien, et ça massivement, pour la production de contenu, pour le paramétrage technique, pour l'analyse, et ça a vraiment transformé en profondeur ma manière de travailler.
Quand je suis capable de produire un résultat équivalent en moins de temps, je considère que ça doit se refléter quelque part, soit dans le prix, soit dans la quantité de valeur que je vais livrer pour le même prix. C'est la philosophie qu'on partage avec Christina chez GoABM. Maintenant, je voudrais qu'on regarde concrètement ce que l'IA change dans la pratique de l'ABM. Alors, pas dans des slides de présentation hein, ou dans des contenus, mais vraiment dans le quotidien d'un praticien qui met en place des dispositifs ABM pour des PME. Je vais découper ça en gros en 3 dimensions, parce que l'impact de l'IA sur l'ABM, il ne se résume pas à on produit plus vite, c'est beaucoup plus profond. Ces 3 dimensions, c'est la production de contenu personnalisé, la mémoire du système et puis les automatisations qui vont un petit peu orchestrer tout ça. Commençons par la production. Et pour ça, je vais prendre un exemple concret. Vous voulez cibler 3 verticales pour votre stratégie ABM. En gros, on va dire l'industrie, les services financiers et puis la santé. Pour chaque verticale, il vous faut une landing page avec un message adapté, une séquence d'emails et une proposition de valeur qui parle le langage du secteur d'activité. Alors si vous faites le calcul, ça revient donc à 3 landing pages, une vingtaine d'emails, 3 propositions de valeur. Bref, ça fait beaucoup de contenu. Et combien de temps est-ce que ça prenait il y a 2 ans pour un rédacteur expérimenté en B2B? Eh ben, il fallait compter en gros 1 à 2 semaines en comptant les allers-retours de validation, avec le coût derrière donc que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui, avec une IA bien briefée, avec un contexte enrichi, avec une connaissance des verticales et surtout un bon travail de recherche préalable, ces 15 contenus, ils arrivent à se produire en une matinée. Et quand je dis produire, c'est pas des premiers jets qu'il va falloir derrière réécrire. Ce sont des contenus qui sont à 90% du niveau final et qui va juste rester à affiner avec des détails spécifiques propres au client. Mais attention, c'est là que la nuance c'est là que la nuance est vraiment importante. Ce que je vois chez la plupart des gens qui utilisent l'IA pour du marketing, c'est une utilisation superficielle. Ils vont taper écris-moi un email pour un directeur financier et ils prennent ce qui sort. Le résultat, bah, forcément, il n'est pas très bon. Il va être générique et puis le destinataire, il va le sentir immédiatement. Si vous recevez un email qui pourrait avoir été envoyé à n'importe qui dans votre secteur, eh ben, vous n'allez pas le lire jusqu'au bout. C'est fortement probable. L'utilisation sérieuse de l'IA en ABM, c'est tout autre chose. Ça commence par construire un vrai brief sectoriel. Les problématiques spécifiques de chaque verticale, le vocabulaire de chaque secteur d'activité, vraiment aussi bien travailler sur les réglementations qu'il peut y avoir dans un secteur et tous les enjeux business du moment. Et on va nourrir l'IA avec ce contexte. Et là, ce qui sort, ça commence à ressembler à quelque chose qu'un expert du secteur aurait pu écrire. Pas parce que l'IA est experte, mais parce qu'on lui a donné le matériau pour l'être. C'est là que se trouve, pour moi, la vraie valeur ajoutée aujourd'hui. Vous connaissez vos clients mieux que n'importe quelle IA, votre expertise terrain, les 15 ans de conversation que vous avez eues avec des dirigeants, la façon dont vous sentez qu'un problème résonne différemment dans l'industrie et dans la santé, ça, c'est quelque chose qui ne s'automatise pas. Mais est-ce que vous prenez le temps de structurer cette connaissance et de la transmettre à l'IA pour qu'elle produise à votre niveau? Là où il y a un vrai travail de fond que peu de gens font, et c'est ce travail qui fait pour moi la différence entre du contenu ABM générique, du contenu IA générique, et du contenu ABM IA qui vraiment va convertir. Pour illustrer ça, j'ai un de mes clients qui cible des directeurs industriels en Île-de-France. Quand je briefais l'IA avec des prompts très génériques, par exemple, écrire un email pour un directeur industriel, bah forcément, j'avais pas un bon résultat. Par contre, quand j'ai commencé à prendre le temps de construire un vrai brief sectoriel, avec tout le contexte du client, et ben, immédiatement, le contenu qui est ressorti, bah, d'un seul coup, il était vraiment bien meilleur. Et lorsqu'on a commencé en fait à prospecter avec ce contenu, on a vu toute la différence. En gros, on a immédiatement commencé à générer des leads commerciaux et des leads bien meilleurs que ce qu'on pouvait avoir quand on s'arrachait la tête à vouloir tout faire à la main.
Ce que j'observe aussi, c'est que l'IA, elle force une discipline qui manquait souvent dans la production marketing. Pour obtenir un bon résultat, il faut vraiment avoir clarifié sa pensée en amont. La proposition de valeur par verticale, elle doit être super claire. Et la compréhension des enjeux de chaque segment aussi. L'IA, elle va pas compenser un brief un peu flou que vous allez pouvoir créer. En fait, elle va amplifier le flou de votre brief. Et paradoxalement, c'est une très bonne chose parce que ce travail de clarification que l'IA vous oblige à faire, c'est le travail stratégique que beaucoup de PME ne faisaient pas en allant directement à la phase production de contenu. La deuxième dimension, et celle-là, elle est probablement la plus sous-estimée, c'est la mémoire. Ce qui tuait la productivité dans les dispositifs ABM avant l'IA agentique, c'était la fragmentation. La stratégie de ciblage, elle vivait en gros dans un document ou dans des personas ou dans des messages par vertical, dans les séquences d'emails, etc. Et à chaque fois en fait que vous vouliez créer un nouveau contenu ou ajuster une campagne, il fallait aller chercher toute l'information dans tous ces endroits-là. Il fallait la rassembler à nouveau, la resynthétiser et derrière, il fallait produire en gardant, enfin en essayant en tout cas de garder la cohérence avec tout ce qui existait déjà. Et ça, je l'ai vécu pendant des années. J'avais vraiment l'impression, en fait, de devoir tout reprendre à chaque fois et de jamais pouvoir vraiment capitaliser sur tout le travail qui avait été fait. J'avais vraiment l'impression de passer plus de temps à retrouver des infos qu'à vraiment les utiliser ou aller en chercher de nouvelles. Et quand on travaille avec des clients, eh ben c'est pire parce qu'on perd le contexte entre deux sessions de travail. Le client, il vous rappelle 3 semaines plus tard, et puis vous devez relire tout le dossier parce qu'il y a plein de choses qui ont avancé depuis. Et si vous voulez vraiment vous actualiser, eh ben, il y a un vrai travail à faire pour retrouver, en fait, pour se réajuster sur l'actualité du client. Aujourd'hui, avec les outils d'IA agentique, et je pense vraiment à Claude en mode cowork que j'utilise au quotidien, le concept de mémoire persistante, il va changer les règles du jeu. L'IA, elle a accès à tout votre contexte en permanence. Votre stratégie, vos personas, vos verticales, votre histoire, tout votre historique de contenu, vos retours clients, vos préférences rédactionnelles, tout est dans un espace de travail partagé. Quand je demande à l'IA de créer une variante de landing page pour par exemple, la verticale santé, elle part pas de zéro. Elle sait ce que j'ai fait pour l'industrie, elle connaît le tone of voice du client, elle sait quels arguments ont fonctionné et puis lesquels ont pas marché au contraire et donc lesquels ont été abandonnés. Ce que ça change, c'est pas juste un gain de temps, c'est un gain de cohérence. Votre marque, elle parle avec une seule voix sur toutes vos verticales. Vos messages, ils se répondent, ils se renforcent, ils forment un vrai système au lieu d'être juste des pièces détachées qu'on passe un peu notre temps à essayer de faire rentrer dans un rond, un peu comme, vous savez, quand on essaye de faire rentrer des carrés dans des ronds. Et quand vous travaillez seul ou en petite équipe, cette cohérence, c'est souvent ce qui manque le plus. Alors pas parce que on n'est pas bon, hein, mais parce que un seul cerveau humain, il peut pas maintenir en mémoire le travail de l'ensemble d'un dispositif ABM avec des multiverticales et tous les contenus, etc. Je me demande souvent si les dirigeants de PME mesurent ce que ça représente. Ce que vous n'arriviez pas à obtenir de votre agence, et même de l'agence la plus on va dire, la plus parfaite en fait sur les stratégies ABM. En gros, cette cohérence globale entre tous les points de contact, l'IA la rend possible. Votre meilleur collaborateur, lui, va oublier des détails entre deux projets. Il va faire des raccourcis parce que il est un peu sous pression, il change de registre parfois et il s'en rend pas compte. L'IA, quand elle a reçu le bon contexte, elle le garde et elle l'applique de manière constante, semaine après semaine. Je vais prendre un exemple concret de mon propre fonctionnement. Dans mon espace de travail, j'ai des fichiers de contexte pour chaque client, chaque mission et chaque projet en cours. Quand je travaille sur le dispositif ABM d'un client qui va cibler par exemple l'industrie, la santé et les services financiers,
L'IA, elle a en permanence accès à la stratégie globale, au persona par vertical, et puis à l'historique de tous les contenus qui ont été produits. Elle a accès aussi au retour de validation, aux résultats des campagnes précédentes, etc. Donc quand je lui demande de rédiger un nouvel email, par exemple pour la verticale santé, elle sait déjà que dans l'email précédent, on a parlé par exemple de conformité réglementaire, que le ton validé est plus formel que pour l'industrie, et que le CTA, donc le call to action qui convertit le mieux dans ce segment, c'est la proposition de diagnostic plutôt que la demande de rendez-vous. Et tout ça sans que j'ai besoin de le repréciser à chaque fois. Et ça va encore plus loin. Quand je produis un nouveau contenu, l'IA le met en cohérence avec l'ensemble du dispositif existant. Si j'ai changé un argument dans la landing page industrie, par exemple, la semaine dernière, eh ben, la séquence d'emails qui suit va refléter automatiquement ce changement. Et il n'y a plus de décalage entre ce que dit votre site, ce que disent vos emails et ce que dit votre proposition commerciale. Tout est super aligné parce que tout part de la même base de connaissances. Enfin, la troisième dimension, ce sont les automatisations. Et là, on touche à quelque chose qui était un vrai cauchemar pour les PME jusqu'à maintenant. En gros, vous avez déjà essayé de connecter des outils entre eux. Alors, votre CRM avec votre outil d'emailing, votre formulaire de site avec votre CRM, votre outil de prospection avec vos calendriers. Alors, si vous êtes passé par Zapier ou Make, vous connaissez la chanson. En gros, vous devez gérer plein de scénarios avec plein d'étapes, des filtres conditionnels, des mappings de champs. Et à chaque mise à jour d'un outil, la moitié de vos automatisations, en gros, elle pète. Et quand ça pète, c'est qui réparait? Vous, ou alors votre DSI qui passait des heures, en fait, le soir, à chercher comment remettre d'aplomb un webhook, par exemple, qui passait plus. Ou alors votre prestataire technique, et ça vous coûtait super cher. Même moi, après 15 ans dans le digital et des centaines de workflows construits, je me faisais encore piéger par la complexité de tous ces outils qui s'empilaient. Il y avait toujours un truc qui ne marchait pas comme prévu, une donnée qui transitait pas correctement, un déclencheur qui se comportait pas exactement comme je l'attendais, et je passais parfois plus de temps à maintenir la mécanique qu'à l'utiliser pour prospecter. C'est comme une voiture, en gros, que vous passeriez plus de temps à réparer qu'à conduire. L'IA agentique, elle bouscule les règles aussi sur ce sujet. Au lieu de passer par des couches intermédiaires pour connecter les outils, l'IA, elle peut interagir directement avec les API pour paramétrer un workflow complet dans votre CRM, pour créer les séquences d'emails, pour configurer les déclencheurs, tester que tout fonctionne et puis ensuite documenter tout le travail qu'elle a réalisé. Et ça en une seule session. Alors, est-ce que des outils comme Zapier ou Make sont morts? Non. Ces outils ils restent pertinents pour certaines automatisations qui vont être simples et puis récurrentes. Mais pour la mise en place initiale d'un dispositif ABM complexe, avec des dizaines de règles, des conditions, etc., l'IA agentique, elle offre une puissance et une rapidité qu'aucun outil d'automatisation visuelle ne peut égaler. Parce qu'elle comprend ce que vous voulez faire. Et elle ne se contente pas de connecter, en gros, des éléments entre eux. Alors, ce que je viens de décrire, cette accélération massive grâce à l'IA, vous pensez que je suis le seul à l'avoir remarqué? Les agences marketing qui construisent des dispositifs ABM, elles utilisent l'IA elles aussi. Les consultants, les freelances, tout le monde dans l'industrie a intégré ces outils avec des degrés divers dans sa production. Et je vois pas pourquoi ça serait un problème en soi. Un artisan qui s'équipe d'un meilleur outil, c'est quelque chose de normal et c'est même quelque chose de souhaitable. Ce qui me questionne, c'est le silence autour de cette évolution. Si vous allez sur les sites des agences et que vous lisez leurs pages, vous y trouvez des descriptions qui ont quasiment pas changé depuis 3 ans. Les process de travail, en quelques semaines, avec plein d'équipes mobilisées, des ateliers de co-construction, etc. Bref, on a l'impression que ces agences, elles n'ont pas du tout intégré l'IA. Euh, alors tout ça existe peut-être pas encore, mais la réalité de la production derrière,
elle, même dans ses agences, elle a radicalement changé. Je me demande pourquoi cette conversation n'a pas lieu plus ouvertement. Alors peut-être que c'est inconfortable. Dire à ses clients qu'on produit en 3 heures ce qui prenait 2 semaines, ça oblige à repenser un petit peu le modèle économique. Et repenser son modèle économique, quand celui en place fonctionne, personne n'a envie de le faire spontanément et ça c'est quelque chose d'humain. Mais du point de vue du dirigeant de PME qui achète ses prestations, ça change les choses. Parce que ça veut dire que ce qui coûtait 15 000 euros il y a 2 ans pourrait coûter 3 000 ou 5 000 euros aujourd'hui avec le même niveau de qualité. Et des dirigeants continuent à penser, en fait, malgré tout, que l'ABM, bah, c'est hors de leur portée simplement parce que personne leur a dit que les coûts de production, eux, se sont effondrés. Et ce silence, il a des conséquences concrètes. Je rencontre très régulièrement des dirigeants de PME B2B qui font par exemple de l'outbound à l'ancienne. Vous voyez, ils envoient des emails en masse à des listes qu'ils ont achetées. Ils font du cold calling mais sans faire aucun ciblage. Ils vont dans des salons où ils distribuent des cartes de visite en espérant que quelqu'un va les rappeler. Et quand je leur parle d'ABM, la première réaction, c'est toujours la même. Alors oui, on sait que ça existe, mais c'est beaucoup trop cher pour nous. Ça, c'est vraiment un truc pour les grosses boîtes. Et cette croyance, elle vient pas de nulle part. Elle vient du fait que les prix affichés sur le marché n'ont pas bougé, alors que les coûts réels, eux, se sont effondrés. Le message que reçoivent ces dirigeants, c'est que rien n'a changé, alors qu'en réalité, tout, sans exception, a changé. Je vais vous raconter quelque chose. Quand j'ai commencé à intégrer massivement l'IA dans mon travail, j'ai vraiment eu un moment de doute. Je me suis dit, si je dis à mes clients que je produis avec de l'IA, ils vont trouver que ça ne vaut pas le prix que je leur fais payer. Comme si, en fait, utiliser un outil intelligent allait dévaluer la qualité de mon travail. Et puis, j'ai vraiment repensé à mes années dans la savonnerie artisanale. Quand j'ai voulu passer, par exemple, de la production de 20 savons par jour à quand j'ai commencé à vouloir en produire 200, 1000, etc. Et pour ça, eh ben, il a fallu que je m'équipe différemment. La valeur de mes savons, elle n'avait pas diminué quand j'ai industrialisé certaines étapes. Ce qui faisait la valeur, c'était la recette de base, le choix des ingrédients, la connaissance du produit que je pouvais avoir, pas le fait de touiller tout ça à la main plutôt que d'utiliser un mixeur, par exemple. En marketing, eh ben, c'est exactement pareil. La valeur, elle est dans le cadrage stratégique, dans la connaissance des verticales, dans la capacité à briefer l'IA de manière à produire du contenu qui va vraiment résonner avec les problématiques de vos prospects. Pas en gros dans le nombre d'heures passées à taper du texte ou à configurer des workflows. Alors moi de mon côté, j'ai choisi la transparence. Je dis à mes clients que j'utilise l'IA, je leur montre comment, et ce que j'ai découvert, c'est que cette transparence, loin de fragiliser la relation, elle la renforçait. Parce que les dirigeants que j'accompagne, ils préfèrent un prestataire qui maîtrise les outils contemporains comme l'IA et qui leur fait bénéficier de cette efficacité plutôt que un prestataire qui entretient l'illusion, qui fait tout ça à la main juste pour justifier un tarif. Tout ce que j'ai décrit jusqu'ici, c'est en quelque sorte la première vague de l'IA en marketing. Utiliser ChatGPT ou une IA conversationnelle pour produire des contenus plus vite. Beaucoup de gens, ça, l'ont déjà fait dans les entreprises. Mais il y a une deuxième vague qui est en train d'arriver et qui est d'une toute autre ampleur. C'est ce qu'on appelle l'IA agentique. Je vais expliquer simplement la différence. L'IA conversationnelle, c'est un échange en gros de questions-réponses. Vous posez une question, l'IA, elle répond. Vous posez une autre question, elle répond à nouveau. Elle n'a pas de mémoire entre les sessions, elle ne connaît pas votre contexte global et elle ne peut pas enchaîner des tâches de manière autonome. C'est un outil puissant, mais c'est un outil qui est passif. C'est vous, en gros, qui faites tout le travail de coordination, d'enchaînement et de suivi. L'IA agentique, c'est un vrai changement de nature. L'IA, dans l'IA agentique, elle accède à vos fichiers, elle comprend tous les enjeux que vous pouvez avoir, elle se souvient aussi de toutes les décisions que vous avez prises jusque-là.
Elle produit pas des réponses isolées, elle produit des vrais livrables et surtout, elle enchaîne des tâches de manière autonome. Par exemple, rédiger, configurer, tester et documenter sans que vous ayez besoin de la guider à chaque étape. Pour l'ABM, qu'est-ce que ça change concrètement? Je vais vous donner un exemple. Avec une IA agentique comme Claude en mode cowork, je peux lui donner un brief complet. On lance une campagne ABM, par exemple, sur la verticale industrie. Voici les 10 comptes cibles. Voici ce qu'on sait de chaque compte. Crée les landing pages, rédige les séquences d'emails par compte, paramètre les workflows dans le CRM et met à jour le tableau de suivi. Et l'IA, elle fait tout ça. Et pas en mode je te donne un texte que tu dois maintenant aller copier-coller, en mode je produis les fichiers, je configure les outils et je mets à jour les documents de suivi. La semaine dernière, j'ai utilisé ce système pour pour produire des articles de blog en une seule session de travail. C'est un petit exemple, hein, c'est même anecdotique, mais 35 articles avec toutes les recherches afférentes, documentées, rédigées, relues, auditées pour qu'ils obéissent en fait à une certaine conformité rédactionnelle avec les corrections, etc. Et chaque article de blog faisait entre 1500 et 2000 mots. Si j'avais dû faire ça sans IA, en gros, on parle, on va dire, de 3 semaines de travail. Et là, en une après-midi, et pour être réellement franc, en moins de 2 heures, c'était fait. Et la qualité, elle était clairement au rendez-vous. Je dis ça avec une nuance qui me semble essentielle. La qualité, elle était au rendez-vous parce que l'IA avait accès à mes standards rédactionnels, avait accès à tous les mots interdits pour le client, par exemple, à mes préférences de style, à la ligne éditoriale que j'ai construite avec le client au fil des mois. Si j'avais lancé cette même demande, par exemple sur ChatGPT ou même Claude en mode conversationnel, sans contexte, j'aurais obtenu 35 textes, mais hyper génériques. La puissance de l'IA agentique, c'est vraiment cette combinaison entre la vitesse d'exécution et la profondeur du contexte. Et ça m'amène à un point que je voudrais développer parce qu'il est souvent mal compris. L'IA agentique, elle remplace pas votre expertise. En fait, elle la démultiplie. Elle prend ce que vous savez, votre connaissance du marché, vos insights, votre sensibilité commerciale, et elle l'applique à une échelle que vous pourriez jamais atteindre seul. Mais si vous avez rien à lui donner, si vous n'avez pas fait ce travail de bien connaître votre client, si votre positionnement il est un peu flou, eh ben, l'IA agentique, elle compensera pas ça. Elle produira vite, mais elle va produire des choses qui seront aussi floues que votre positionnement. C'est pour ça que je dis souvent que l'IA, c'est un amplificateur, pas un créateur. Si vous amplifiez quelque chose de vraiment très bien structuré, eh ben vous allez obtenir un super bon résultat. Si vous amplifiez par contre quelque chose de médiocre, eh ben vous allez obtenir quelque chose de médiocre. La question à se poser avant de se demander quel outil d'IA utiliser, c'est est-ce que ce que j'ai constitué comme base de connaissances est vraiment bon? Est-ce que je sais vraiment à qui je m'adresse? Pourquoi est-ce que ces personnes devraient m'écouter? Et est-ce que ce que je leur apporte, c'est ce que personne d'autre ne peut leur apporter? Ce que l'IA agentique permet concrètement, c'est de faire de l'ABM personnalisé à une échelle qui était réservée aux entreprises avec des équipes de 10 ou 20 personnes. Elle automatise la partie qui peut l'être, la production, la configuration, le suivi, pour que vous puissiez vraiment vous concentrer sur ce qui ne peut pas l'être. Et qu'est-ce qui ne peut pas être automatisé? Eh ben, c'est votre intelligence relationnelle. C'est votre capacité à comprendre les enjeux d'un prospect, à sentir le bon moment pour appeler, à adapter votre discours en pleine réunion quand vous voyez que le message passe pas. Ça, aucune IA ne sera capable jamais de le faire à votre place. Mais
Est-ce que vous avez vraiment besoin, par contre, derrière, de passer des journées et des journées ou de mobiliser des équipes pour ça, pour configurer des workflows ou rédiger des emails de séquences ou enfin tout ça? Absolument pas. Quand j'étais libraire, alors c'est un métier que j'ai fait hein, avant de basculer dans le digital, j'ai fait beaucoup de métiers, je passais toutes mes heures en fait à conseiller des clients, à comprendre ce qu'ils cherchaient vraiment, pas ce qu'ils disaient simplement chercher. Et le soir, je passais des heures à ranger les rayons, à saisir les retours fournisseurs, à mettre à jour le système, etc. Des tâches qui étaient nécessaires, mais qui créaient aucune valeur réelle. L'IA agentique, dans le marketing B2B, c'est comme si quelqu'un rangeait les rayons à votre place pendant que vous, eh ben, vous restez avec vos clients. La valeur, elle est dans la conversation, pas dans la logistique. Et je voudrais insister sur un aspect pratique que les PME sous-estiment très souvent. L'IA agentique ne demande pas un investissement technologique lourd. On ne parle pas de déployer une infrastructure, de former une équipe, de recruter un data scientist, etc. On parle d'un outil accessible en ligne avec un abonnement mensuel que vous pouvez commencer à utiliser demain matin. La barrière à l'entrée, elle est plus financière ou technique, elle est cognitive. Il faut accepter de changer sa manière de travailler, de déléguer à une machine des tâches qu'on faisait avant soi-même depuis des années. Et ça, pour beaucoup de dirigeants de PME qui ont construit leur entreprise à la force du poignet, c'est ça qui est le pas le plus difficile à franchir. Bon, on a couvert beaucoup de terrain. Typiquement, on a parlé de production, hein, de mémoire, et puis de la manière dont on simplifiait les automatisations. Je ne vais pas vous donner un plan d'action en 10 points, vous n'en avez pas besoin, et ça servirait à rien si vous n'avez pas d'abord répondu à une question. Si l'IA a rendu l'ABM 10 fois plus accessible qu'il y a 2 ans, qu'est-ce qui vous empêche encore de vous y mettre? Prenez une seconde pour y réfléchir sérieusement. Alors, pas la réponse automatique que vous pourriez avoir spontanément, mais vraiment aller chercher la vraie raison. Est-ce que c'est le manque de connaissances? Parce que les outils sont là, toutes les méthodes sont documentées et une IA bien briefée, elle peut vous guider pas à pas dans la mise en place d'un dispositif complet. Est-ce que c'est le manque de temps? Parce que justement, l'IA, elle réduit le temps nécessaire de manière radicale. Et ce qui prenait des semaines avant, maintenant, ça se fait en quelques heures. Est-ce que c'est la peur de mal faire? Parce que le risque de ne pas commencer est bien plus grand, selon moi, que le risque de commencer de manière un peu imparfaite. Vos concurrents qui utilisent déjà l'IA pour personnaliser leur approche commerciale, eux, ils n'attendent pas que tout soit parfait. Ou est-ce que c'est plus simple que ça? Peut-être que personne vous avait dit que c'était devenu possible à votre échelle. Si c'est la dernière raison, voilà, maintenant c'est dit. L'ABM personnalisé avec des landing pages par verticale, des séquences d'emails adaptées, des workflows automatisés, tout ça avec un suivi hyper cohérent, eh ben c'est à votre portée. Avec des outils dont on a parlé par exemple dans l'épisode 6, un Google Sheet, Apollo, Sales Navigator et Make, plus une IA agentique bien utilisée, vous avez tout ce qu'il faut pour lancer un dispositif ABM qui tient la route. Et ça pour quelques centaines d'euros par mois, pas pour des dizaines de milliers d'euros. Ce que je vous propose comme exercice cette semaine, c'est quelque chose de très simple, mais qui peut vraiment vous ouvrir les yeux. Prenez un outil d'IA que vous utilisez déjà. Claude, ChatGPT, Gemini, peu importe. Et au lieu de lui demander juste un email générique, prenez 10 minutes pour lui donner le contexte complet d'une de vos verticales cibles. Le secteur, les 3 ou 4 problématiques qui empêchent les directeurs de ce secteur de dormir, par exemple, le vocabulaire qu'ils utilisent entre eux, les réglementations qui pèsent sur ces activités, le type de décideur que vous ciblez et ce qui le préoccupe vraiment en ce moment. Et ensuite seulement, demandez-lui de produire un email de prospection personnalisé pour un compte précis et comparez le résultat avec ce que vous auriez écrit vous-même. Regardez le temps que ça vous a pris et surtout, montrez le résultat à quelqu'un de votre équipe ou à un père sans lui dire comment ça a été produit. Et je vous laisse regarder sa réaction. C'est souvent là que le déclic se produit. Si l'exercice vous convainc, et d'expérience, il convainc 9 dirigeants sur 10,
Alors, la question suivante est de savoir comment passer de cet essai ponctuel à un système vraiment structuré qui va produire de manière continue. Comment construire cette base de contexte? Comment l'enrichir au fil du temps? Comment l'intégrer aussi dans vos outils CRM et vos outils de prospection? Et c'est précisément le type de passage à l'échelle qu'on accompagne chez GoABM. Si vous sentez que l'IA pourrait transformer votre approche ABM, mais que vous ne savez pas par où commencer, ou si vous utilisez déjà l'IA de manière ponctuelle, sans système, sans méthodologie et sans capitalisation d'un échange à l'autre, c'est ce qu'on travaille chez GoABM. Avec Christina, on a intégré l'IA au cœur de notre méthode d'accompagnement. On ne se contente pas de dire utiliser par exemple Claude, on vous montre comment construire un système ABM complet où l'IA est vraiment votre multiplicateur d'énergie et pas juste un gadget qu'on va sortir un petit peu de temps en temps. Pour ça, je vous invite à prendre rendez-vous avec nous. Et on en parle, on vous montre ce qui est possible et on définit avec vous quelque chose de sur mesure. Retenez une chose de cet épisode. L'IA a démocratisé l'ABM. Ce qui était réservé avant aux grandes entreprises avec des budgets énormes est désormais à la portée de n'importe quelle PME qui décide de s'y mettre. La question, c'est de savoir si c'est vous qui allez en profiter ou si vous allez regarder tous vos concurrents le faire pendant que vous hésitez encore. À bientôt. Au revoir.